1er novembre 1954, l'insurrection éclate en Algérie. Mais la guerre qui s'annonce va aussi se jouer sur le sol français. Très tôt, la résistance algérienne va chercher un appui auprès des forces progressistes en France. Mais la gauche de Mendès France et Mitterrand s'est ralliée au colonialisme et le PCF de Maurice Thorez refuse de se prononcer pour l'indépendance. C'est donc à l'extrême gauche, avec des militants trotskistes et libertaires, que se constitueront les premiers réseaux de soutien. La Fédération communiste libertaire, la FCL, est alors la principale organisation libertaire en France. Elle attire notamment des jeunes, rebutés par l'hégémonie stalinienne dans la classe ouvrière. Georges Fontenis, un instituteur parisien, en est un des principaux animateurs. On est au 145 quai de Valmy. C'est là que nous nous sommes installés à la Libération. Et alors c'était aménagé, c'était pas comme c'est devenu, évidemment. Donc à l'époque de la guerre d'Algérie, nous étions là, mais nous n'avions même pas le téléphone. À l'époque, le téléphone était rare dans Paris. Alors, nous allions au café à côté. Nous avions déjà participé à la lutte anticoloniale à propos de la Tunisie, avec des critiques de Bourguiba, bien sûr, et nous étions beaucoup intervenus pendant la guerre d'Indochine. Donc pour nous, l'anticolonialisme était déjà une sorte de tradition. Au moment de l'insurrection, nous avions le contact avec des camarades comme Doucan, Valero et quelques autres qui étaient en vue de construire un mouvement algérien, un mouvement libertaire algérien. Ce mouvement sera construit que quelques mois plus tard sous le nom de Mouvement libertaire nord-africain, MLNA. Léandre Valero travaille alors comme ouvrier à Alger depuis août 1954. Il participe à la fondation du MLNA, lié à la FCL. Dès avant l'insurrection, son groupe est en contact avec les indépendantistes du mouvement de Messali Hadj, qui deviendra, après l'insurrection, le Mouvement national algérien, ou MNA. Nos camarades du MNA avaient des problèmes, notamment en ce qui concerne les responsables, parce que au cours d'une de nos réunions, ils nous avaient fait comprendre que les responsables qu'il y avait notamment à Alger avaient une importance assez importante pour eux, donc ils ne pouvaient pas se permettre, par exemple, de faire des tracts, de les distribuer, etc. Nous, le MLNA, s'était mis à leur disposition. On faisait des tracts, lorsqu'ils nous donnaient une rédaction, et on les distribuait nous-mêmes, dans les quartiers tels que Babaloued, Saint-Eugène, Bellecour, enfin, tous les quartiers d'Alger. De même que nous vendions le Libertaire à la criée. En 1954, alors que le Maroc et la Tunisie sont en route pour l'indépendance, l'Algérie reste muette. Messali Hadj semble en panne de stratégie. Une poignée de jeunes activistes vont le déborder. Ils fondent alors en octobre 1954 le FLN, Front de Libération Nationale, pour passer à la lutte armée. Leur campagne débute par une vague d'attentats qui surprend la France. Nous sommes le 1er novembre 1954. Tout de suite, nous avons dit « Vive l'indépendance algérienne ». Et nous avons eu une réunion au 145 quai de Valmy, où nous avons décidé de sortir un numéro axé sur les événements d'Algérie et une affiche « Vive l'Algérie libre » qui était bien significative. Cette affiche a été immédiatement mobilisé en quelque sorte toutes nos forces de la région parisienne et Paris a été couvert de cette affiche. Évidemment, la police est venue derrière pour en arracher le plus possible et au lendemain de ce collage dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements, la police était présente pour perquisitionner un autre siège au 145 quai de Valmy. Le FLN est encore méconnu. C'est donc tout naturellement que la FCL collabore avec le MNA de Messali Hadj, qui est alors la principale organisation ouvrière algérienne. Au moment où se déclenche l'insurrection, le MNA est omniprésent, aussi bien dans les campagnes que dans les villes.
Nous-mêmes, aux Libertaires, nous recevons, nous fréquentons des leaders du mouvement national algérien. C'est d'ailleurs à ce titre que, quelque temps après, grâce à l'intervention de Daniel Guérin, et en dépit de l'opposition larvée des trotskistes de Lambert, j'ai pu rencontrer à Angoulême Messali Hadj. Au fond, notre position, ça a été celle, à partir du milieu de l'année 55-56, le soutien critique. C'est-à-dire que nous étions à fond derrière le peuple algérien, tout en disant « Attention, il ne s'agit pas de constituer une république bourgeoise nationaliste, il s'agit de passer à une transformation sociale. » Et je dois dire que ça n'a pas été facile. On leur disait « Nous, on veut bien vous aider, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, à savoir que vous allez vous débarrasser d'un impérialisme, mais vous allez avoir le vôtre. Ensuite, et vous verrez que le vôtre vaut largement celui que nous allons vous aider à vous débarrasser. » Aujourd'hui, on constate qu'effectivement, ce que nous disions était vrai. J'adhère à la FCL début 55. Je suis allée en partie parce que, à cause de l'Algérie un petit peu, j'étais sensibilisée aux problèmes coloniaux, effectivement. Peut-être parce qu'on n'était pas loin de l'époque de la résistance et que j'avais été frustrée de la résistance par mon jeune âge et j'enviais ceux qui avaient pu en faire. L'affiche « Vive l'Algérie libre », il y avait une affiche qui était très belle, autant que je me souvienne, « Vive l'Algérie libre », qui avait été saisie par la police, mais bon, ils avaient réussi à en cacher quelques exemplaires. Et donc on collait ces affiches. On vendait le Libertaire. Bon, je ne sais pas si c'est la première fois où j'ai collé l'affiche, mais on s'est fait arrêter par la police. On s'était aperçu qu'à la Goutte d'Or, dans le quartier de la Goutte d'Or, il y avait beaucoup d'Algériens qui se rassemblaient les samedis. Donc on allait vendre le Libertaire là-bas, mais il y avait un monde fou, quoi. C'était vraiment... ça faisait comme une sorte de place où ils se rassemblaient, ils discutaient, ils allaient boire un coup dans les bistrots. Bon, ce qu'il y a, c'est que les Algériens, ils aimaient bien acheter le libre parce qu'on avait un langage tellement... comment dire, tellement tranché en leur faveur que, bien sûr, puis il y avait quelques nouvelles on avait quelques nouvelles d'Algérie par des copains qui étaient là-bas. Et il est arrivé qu'on vende 200 exemplaires du Libertaire dans l'après-midi. Pour moi, la Fédération communiste libertaire a eu une importance exceptionnelle dans la lutte contre la guerre d'Algérie. Parce que d'abord, on est les premiers, tout à fait les premiers, à avoir clairement dit que nous étions pour l'indépendance d'Algérie. Reconnaître au peuple algérien le droit à disposer de lui-même. Ça a été clair et net. La deuxième chose, c'est que nous avons été les premiers à dénoncer la torture. Parce que la torture, c'est quand même la chose la plus abominable qui puisse s'imaginer. Ça nous ramène au camp de concentration nazi, hein. Ça nous ramène à la Gestapo. C'est quelque chose d'épouvantable. Et voilà que des Français qui se réclamaient de la France, paraît-il, de la patrie des droits de l'homme, voilà, qui eux-mêmes, ils étaient en train d'accomplir en Algérie ce qu'avaient fait les nazis. Je suis entré à la FCL, je crois, en 54. Bon, le programme me votait, quoi. Le Libertaire a toujours, enfin la FCL du moins, toujours défendu les causes de libération nationale. Bon, avant, il y a eu la Tunisie déjà, on en parlait dans le Libertaire. Et ensuite, ça a été l'insurrection algérienne. Donc ça allait de soi de les soutenir à fond, quoi. Et dans le Nord, c'est le MNA qui a demandé quelqu'un dans le nord de la France, à Roubaix, pour monter un comité de soutien. Donc on m'a envoyé là-haut. Le travail, c'était d'abord de rechercher des gens pour former un comité de soutien aux Algériens. Mais comme ça, sans
sans point de repère, quoi. Bon, les repères que j'avais, c'était avec les Algériens. J'ai passé avec eux, quoi, avec le MNA. Bon, alors là-bas, je vendais le Libertaire sur la place publique. Il y aura peut-être des clients pour discuter, mais ma cache, rien du tout. Bon, la seule vente de Libertaire, c'était dans les cafés algériens, quoi. C'est ça que j'étais... Tout le monde l'achetait là-bas. Eh bien, notre soutien actif, il s'est traduit d'abord par nos articles, toute notre campagne de presse qui n'a pas cessé. Mais nous avons même participé à des recherches d'équipement qui ensuite, par des transits très compliqués, parvenaient au maquis algérien du MNA. Il y avait beaucoup d'armes de poing. Je crois même qu'on a pu leur faire obtenir des mortiers, des choses comme ça. C'était du portage de valises, des rendez-vous, des expéditions bien camouflées. Et puis nous avions les filières de la frontière. Il y avait la filière suisse, et il y en avait bien d'autres. Hein. Je me souviens d'avoir transporté, c'était le numéro 1 du MNA en Algérie, de l'avoir transporté à l'aérodrome d'Alger, qui se situait à Maison-Blanche, à côté de Maison-Carré. Et nous sommes arrivés à l'aérodrome, celui-ci était entouré par des militaires et puis des gendarmes, et on a compris qu'il était attendu. On a fait demi-tour sur les chapeaux de roue et puis on est rentré à Alger, arrivé dans la ville d'Alger. Il m'a demandé de le laisser sur un boulevard et c'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai plus revu. J'étais dans la Nièvre, mais j'étais assez isolé, donc c'était assez difficile, en fait, de mener les actions. Ça me demandait toujours des déplacements. Alors, déplacements en scooter pour faire des collages d'affiches de nuit, ou pour aller faire des distributions de tracts par-dessus le mur des casernes, ou pour aller voir des copains qui avaient pu récolter une ou deux armes à droite, à gauche, pour les refiler aux copains algériens. Alors on les stockait et on les ramenait à Paris à l'occasion. J'ai transporté des déserteurs d'un endroit à un autre, toujours sur un scooter. Je fonctionnais beaucoup en scooter à l'époque. J'ai transporté une valise de... Bon, c'était la FCL qui était allée chercher ses insignes en Suisse. Et c'était des insignes de la LN. Donc c'était une grosse valise pleine de ces insignes qui était très très lourde. Donc c'était difficile d'être un peu discret dans le métro avec ça. Là, j'ai apporté un Espagnol de la FCL qui s'appelait Rodriguez. Donc je me suis assise sur un banc, il est arrivé, on ne s'est pas parlé, j'ai posé ma valise et puis au bout d'un moment, il est parti avec la valise en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Bon, on surveillait qu'on n'ait pas être suivi, quoi, autant que possible. Mais en dehors de ça, bon, j'ai aussi prêté ma piole pour des réunions de dirigeants algériens. J'ai su leur nom un jour, mais maintenant je m'en souviens pas. Mais à cette époque, bon, je devais leur laisser ma chambre sans les voir, au cas où j'aurais été interrogée, pour pas avoir à les reconnaître. Donc je les ai croisés dans les escaliers, j'ai baissé les yeux, je les ai pas regardés en fait. Voilà, ils se sont réunis dans la piole, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, quoi. Le jour du 1er mai, bon, il y avait une manif à Lille, et tous les Algériens y étaient descendus, bon, avec les banderoles libérées Messali Hadj. Là, la police est intervenue, les flics se sont mis entre nous et les Algériens, tandis que le défilé français continuait au son de la marche de la 2e DB. On s'est retrouvés deux, trois à la fin. Enfin, je m'étais mis là-bas parce que je savais que ça allait castagner. Bon, on a essayé de franchir les rangs des flics. Moi, j'ai réussi, les deux autres pas. Bon, j'étais dans la bagarre avec eux. Un jour, j'ai distribué un tract du MLA, quoi, appelant à aider la résistance algérienne, et, par exemple à saboter le matériel de guerre et compagnie.
Enfin, distribuer, c'est façon de parler, il fallait les mettre dans des stations de bus. Tu ne pouvais pas distribuer en grand jour parce qu'ils étaient tout de suite embarqués, quoi. Alors, je les posais dans des stations de bus. Et il y a 2 douaniers qui sont passés. C'était à Tourcoing, pas loin de la frontière. 2 douaniers qui sont passés. Contrôle d'identité. Et le lendemain ou sur le lendemain, perquisition à l'hôtel où c'est que j'étais. Et 2 jours après, le 29 juin, j'étais arrêté avec 20-25 Algériens. Bon, il a été défendu par Yves Deschezelles, qui défendait beaucoup les Algériens, lui aussi. Alors le juge tout étonné, qui me demande « Mais vous êtes français ?» Il dit, j'ai répondu « Non, je suis ouvrier. Pour moi, il n'y a pas de frontière. Enfin, je suis ouvrier. » Bon, on n'a pas compris la réplique, mais enfin, il dit ça. Il comprenait pas le juge, évidemment. Bon, en fin de compte, 3 Algériens responsables. Et puis moi, on a été condamnés à 1 an de prison. Pierre Morin est le premier militant français à être incarcéré pour sa solidarité avec la résistance algérienne. La FCL lance des comités de soutien. De grands noms y adhèrent. Daniel Guérin, Claude Bourdet, Yves Deschezelles ou encore André Marty. Pierre Morin, à l'époque, on en parlait beaucoup parce que c'était un copain. Il était en tôle. Donc, on recommandait à tout le monde de lui écrire pour qu'il se sente moins seul. Donc, je lui ai écrit. En bonne militante, je lui ai écrit assez souvent. Ça m'est assez facile de me souvenir de la première fois où je l'ai vu, puisque c'est le jour où il est sorti de prison, où on est allé l'attendre avec une bande de copains. La photo a été prise quand je suis sorti, la première fois. J'étais à l'angle de la Santé, boulevard Arago. Là, il y a Munoz, un chauffeur de taxi, un gros dur d'ailleurs. Celui-là, je ne me rappelle pas. Tout au fond, c'est moi. Vous devez me reconnaître quand même si j'ai vieilli. Ici, Georges Fontenis. Dans le fond, derrière, là, une copine du groupe de la Nièvre. Quant à Suzanne, je ne sais pas que c'est qui est planqué par là, mais enfin. Ici, Akli, un Algérien. Bon, qui bossait avec nous, mais. On a caché le visage à cause de. C'était dangereux à cette époque-là. Il fallait toujours faire gaffe. La situation devient intenable. Répression policière et poursuites judiciaires systématiques vont contraindre la FCL, en juillet 1956, à décider la suspension du Libertaire. Une partie des militants passe alors dans la clandestinité. Nous avons connu très rapidement Mitterrand qui a interdit nos meetings, qui nous a fait poursuivre. Les saisies et les interdictions du journal ont été multipliées et nous avons été convoqués au palais de justice de Paris. On nous a fait entendre qu'on aurait notre peau. À l'imprimerie, des agents de la police, du pouvoir, venaient et supprimaient un article. Et ce que nous faisions, il fallait un certain courage car nous n'étions pas riches, c'est quand un numéro était saisi, nous ressortions un numéro spécial avec pratiquement le même contenu. Et nous avions une chance qu'il ne soit pas interdit. Je me souviens du Conseil national où on a décidé de la disparition du Libertaire. Il y avait des copains qui n'étaient pas d'accord. Mais enfin, la majorité a pensé qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est vrai qu'on ne pouvait plus fonctionner. On n'arrivait plus à sortir le journal puisqu'il était saisi à chaque fois. Il y avait des copains qui avaient des amendes à payer. On avait du mal à sortir le fric. Il n'y avait plus de solution. Nous avions choisi de passer à la clandestinité, de recréer des groupes clandestins, de sortir des journaux non autorisés et de voir comment les choses se passeraient. Je me souviens que les camarades qui étaient contre nous disaient qu'à la première action un peu forte qu'on allait faire, on allait se faire
coincés par les flics et que ce serait la fin du mouvement. Et ils avaient très peur de ça. J'ai passé dans la clandestinité parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je venais de recevoir mon ordre de route pour rejoindre le 3e régiment d'infanterie coloniale à Alger, puisque c'est là que j'étais convoqué. Donc régiment disciplinaire 3e RIC. Et comme je voulais pas, qu'il n'était pas question pour moi d'aller faire la guerre en Algérie, je n'avais pas le choix. Donc pour moi c'était automatiquement l'insoumission et la clandestinité. Paul s'est caché donc. Il a eu plusieurs endroits où il logeait, où je le rejoignais de temps en temps. Moi je travaillais à l'usine, alors en sortant de l'usine, je prenais le métro, parce que le métro c'est ce qu'il y a de mieux pour voir si on est filé en fait. On était en cavale, on avait quand même des points de chute, on avait conservé des liaisons. Il fallait aussi avoir des planques, des faux papiers. Donc tout ça, la FCL avait très bien su le faire. Pierre Morin vivait dans une cabane au fond d'un jardin dans la banlieue. Moi, j'avais réussi à loger chez la compagne d'un camarade très actif qui habitait dans le 18e arrondissement. Je n'ai jamais eu si froid que cet hiver-là. Et passer des mois sans chauffage, c'était quand même très dur. La majorité ayant approuvé le passage à la clandestinité, envoyait des subsides, ce qui nous permettait de vivre chichement. Bien entendu, j'étais loin de ma paye d'enseignant. Nous étions contents quand nous pouvions nous partager à la fin du mois quelque chose qui aurait ressemblé au SMIC. Alors pendant la clandestinité, on a continué de travailler. Tout de suite après le moment où on a décidé la suppression du libertaire, l'apparition du libertaire, on a dû commencer à faire un numéro de la volonté du peuple. Alors cette volonté du peuple, évidemment, circulait sous le manteau, et nous allions la distribuer, car ça ne se vendait pas, la distribuer soit dans les sorties de métro importantes. Je me rappelle par exemple avoir participé à une distribution à la Porte des Lilas, ou à la sortie des usines, que ce soit à Thomson, Renault ou Citroën. Et pendant la clandestinité, la composition de cette volonté du peuple, ça a été ma principale activité. On avait une imprimerie scolaire, Freinet, là, l'école Freinet, et il fallait composer les phrases lettre par lettre. Et il fallait beaucoup de temps, donc on sortait un numéro, un ou deux numéros on a dû sortir, je pense. Le soutien direct à la résistance algérienne était beaucoup plus difficile, et nous avions déjà beaucoup à faire pour nous survivre. Mais en même temps, au cours de cette cavale, nous avions pris contact avec des appelés qui voulaient résister, et un certain nombre de maquis se sont constitués. Et nous avons eu pendant un certain temps l'illusion que dans le pays allait se développer une situation insurrectionnelle. L'histoire a montré que nous nous trompions largement. Au printemps 1957, une équipe de la FCL plastique un local parisien du mouvement fascisant de Poujade. Dès lors, la traque policière s'intensifie. Car ils m'ont arrêté un mois après, à Nevers, quoi. J'étais rejoint de Suzanne, qui attendait un gamin. Et j'avais une fausse carte d'identité, on va à l'hôtel, chacun deux chambres séparées. Enfin, on se retrouve dans la même chambre, évidemment. Puis le matin, toc, je me suis retrouvé de nouveau à la santé. Nous étions quand même suivis, en particulier par la direction de la sûreté du territoire, la DST. J'ai voulu rejoindre ma compagne et mes filles qui étaient en vacances en Bretagne. Et j'étais à peine arrivé que j'ai été cueilli par la DST qui les surveillait. Il est arrivé un moment où vraiment on a eu l'impression qu'on n'aboutissait à rien, quoi.
Hein. Il n'y avait pas de mouvement de rappelé qui s'était constitué, qui formé un maquis ou je ne sais quoi. Bon, ben, on voyait bien qu'on n'avait plus d'expression publique, donc il fallait bien en finir. Et c'est là que j'ai décidé de me rendre. Je me suis rendu. Donc je suis allé dans un commissariat. Et je me dis voilà, c'est moi. Comme ma photo était affichée dans les commissariats, c'était pas tellement compliqué. En Algérie, le mouvement libertaire nord-africain se désagrège lui aussi. MLNA n'a plus existé après, quand le FLN a pris l'importance qu'il avait pris, etc., on n'a plus à distribuer des tracts, il n'y a plus de raison d'être. Et puis ensuite, on s'est dissous nous-mêmes, quoi, parce que les Indes, il y en a qui ont été déportés dans les camps algériens, et d'autres qui sont rentrés en France, puis d'autres qui ont été tués. Et personnellement, il était grand temps que je m'en aille, parce qu'en plus de mes activités disons libertaire, on m'avait mobilisé dans la territoriale. Alors j'avais le choix soit d'accepter l'uniforme, soit de partir et prendre le maquis avec nos amis algériens. Alors j'ai choisi de revenir rejoindre ma famille en France. La FCL est écrasée par la répression et plusieurs de ses militants sont incarcérés, comme Georges Fontenis ou Pierre Morin, qui se mariera en prison avec Suzanne. Paul Philippe, lui, mènera une dure grève de la faim en prison pour ne pas être envoyé dans les troupes coloniales. La FCL disparue, une partie de ses militants poursuivra la lutte sous d'autres formes. Est-ce qu'on était peut-être brûlés, j'en sais rien, peut-être bien, mais enfin, on y croyait tellement, quoi. Maintenant, je dirais... Non, pour moi, non. J'en dis rien. Mais c'est sûr que le passage à la clandestinité, c'est un choix qui est difficile parce on est forcément entraîné. Il y a une espèce de cercle vicieux après ça. On est entraîné vers des actions qui sont de plus en plus minoritaires. Donc on peut plus s'élargir, on peut pas progresser. Nous étions quand même relativement peu nombreux par rapport à cette masse que représentait le MNA d'abord, le FLN ensuite. Nous avons été considérés comme quantité négligeable. Et nous l'étions bien un peu. Nous avons aidé, c'est sûr. Nous avons participé à la réflexion. Il est sûr que parmi les gens du MNA d'abord et du FLN ensuite, il y a des gens que nos discussions ont éclairés. Mais comment en mesurer l'impact exact? C'est très difficile. C'est assez difficile aujourd'hui de porter un regard sur l'action qui a été menée à l'époque, parce qu'on ne peut pas faire de comparaison entre l'atmosphère et ce qui se passait à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que si on transpose, si c'était aujourd'hui et qu'on refasse la même chose, ça serait certainement une erreur totale, c'est sûr. À l'époque, je suis pas sûr, je suis encore partagé. J'ai pas l'impression qu'on avait le choix. Nous avons, au fond, travaillé peut-être en pure perte en ce qui considère notre influence directe, et tant pis, c'était notre devoir, nous l'avons fait. Je ne crois pas qu'on puisse regretter grand-chose. Non, de toute façon, il n'y a rien à regretter, tout ça. Pour moi, la solidarité, que ce soit des luttes en France ou ailleurs, ça continuait, quoi, d'une manière ou d'une autre. Là, on nous a rayé de la carte. Mais je pense que c'est parce qu'on avait raison. C'est pas l'inverse. Et alors, si à ce moment-là, on avait renoncé à faire cela, alors on aurait renoncé à notre âme. On aurait renoncé à notre rôle. Et alors là, vraiment, on aurait perdu toute raison d'être.